Imaginez un instant, un trésor d'une richesse inouïe, enfoui pendant plus de 1000 ans, oublié de l'histoire. Une découverte faite par pur hasard, qui allait soudainement illuminer les origines même de la France. C'est l'histoire fascinante de Childéric Ier, le père du légendaire Clovis, un roi dont le nom résonnait jadis, puis s'est estompé dans les brumes du temps, jusqu'à une révélation archéologique stupéfiante. Aujourd'hui, nous plongeons dans le passé pour exhumer les secrets de la tombe mystérieuse de Childéric Ier. Nous allons explorer ces trésors inestimables et les indices qu'ils ont révélés sur une époque charnière, celle de la chute de l'Empire romain et de la naissance d'une nouvelle puissance qui allait forger le destin de notre nation. Qui était vraiment cet homme, ce souverain à la croisée des mondes romains et barbares? Et pourquoi sa sépulture, découverte dans des circonstances étonnantes, est-elle si cruciale pour comprendre les fondations de l'Europe médiévale? Préparez-vous à un voyage au cœur des débuts de la royauté française. Pour saisir l'importance de Childéric, nous devons nous transporter au 5e siècle de notre ère, une période de bouleversement sans précédent. L'immense empire romain d'Occident, jadis tout-puissant, titube sous le poids de son gigantisme, des pressions économiques et des invasions de peuples extérieurs. Le 4 septembre 476, la déposition du dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, marque une date symbolique, souvent considérée comme la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Pourtant, le processus de déclin et de transformation était en marche depuis bien plus longtemps. Dans ce chaos, une multitude de peuples germaniques s'installe en Gaule. Parmi eux, les Francs, un peuple guerrier dont le nom même signifie hardi ou libre, émergeant progressivement. Issus de diverses tribus, ils se divisent en plusieurs groupes, dont les Francs saliens, établis entre le Rhin et la Somme. C'est ce peuple qui va jouer un rôle décisif. La ville de Tournai, dans l'actuelle Belgique, est alors la capitale de l'un de ces petits royaumes francs-saliens. Stratégiquement située, elle constitue un point d'ancrage pour ces nouveaux acteurs sur la scène gauloise. C'est dans ce contexte troublé qu'apparaît la figure de Childéric Ier. Né vers 436, il accède au trône des Francs saliens vers 457 ou 458 et règne jusqu'à sa mort en 481. L'existence de Childéric Ier nous est principalement connue grâce à l'historien Grégoire de Tours, évêque du VIe siècle, et son œuvre fondamentale, l'Histoire des Francs. Bien que rédigé un siècle après les événements, le récit de Grégoire est la source la plus importante sur les premiers mérovingiens. Childéric y est dépeint comme un roi guerrier, un chef de tribu puissant qui, fait remarquable, entretient des relations complexes et souvent ambiguës avec l'autorité romaine en déclin. Il est à la fois allié des Romains, notamment du général Ægidius, combattant à leur côté contre les Visigoths à Orléans en 463 ou contre les Saxons à Angers en 469, et potentiellement un rival. Il consolide ses propres territoires tout en maintenant l'autorité romaine dans le nord de la Gaule. Childéric Ier est ainsi l'exemple type d'une élite franque opérant une fusion entre les cultures germano-romaines et païennes. Il représente ce pont entre deux époques, un souverain barbare qui s'inscrit aussi dans la continuité du pouvoir romain. Pendant plus de 12 siècles, Childéric Ier reposa dans l'oubli, sa sépulture perdue sous les terres de Tournai. Mais le destin, ou plutôt un coup de pioche providentiel, allait changer le cours de l'histoire et révéler au monde ce roi oublié. Le 27 mai 1653, à Tournai, dans les Pays-Bas espagnols de l'époque, un événement extraordinaire se produit. Adrien Quinquin, un maçon sourd-muet travaillant à la reconstruction d'un hospice près de l'église Saint-Brice, met au jour une cavité à environ 2,5 mètres de profondeur. Sa pioche heurte un objet, puis un autre. La terre révèle bientôt non pas des pierres, mais une bourse en cuir remplie de pièces d'or, qui s'éparpille dans la tranchée. Ce qui suit est un spectacle ahurissant. Quinquin, dans l'émerveillement général, dégage successivement des lambeaux de soie, des filles d'or, des armes ornées, des bijoux étincelants, et finalement, le corps d'un homme. L'importance de la découverte est immédiatement palpable. Les citoyens de Tournai et les habitants des Pays-Bas espagnols sont saisis d'une fierté légitime. Ils viennent de trouver la sépulture du roi qui a engendré la première dynastie de la France voisine. La nouvelle de cette trouvaille exceptionnelle remonte rapidement aux autorités. L'archiduc Léopold Guillaume d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas au nom du roi d'Espagne Philippe IV, dépêche sur place son médecin personnel, un érudit polyglotte et antiquaire de renom, Jean-Jacques Chifflet. Ce dernier arrive sur les lieux et supervise la récupération des objets, s'efforçant de limiter les pillages initiaux. Chifflet va accomplir un travail pionnier. Dès 1655, il publie un ouvrage détaillé et illustré en latin, l'Anastasie Childeici Francorum Regis, Sive Thesaurus Sepulcrali Tornaci Nerviorum Effossu et Commentario Illustratus,
La résurrection de Childéric Ier, roi des Francs, ou le trésor sépulcral, mis au jour à Tournai des Nerviens. Ce livre n'est pas seulement un compte-rendu, il est considéré comme la première monographie archéologique à caractère scientifique de l'histoire. Grâce aux descriptions méticuleuses et aux gravures fidèles de Chifflet, nous possédons aujourd'hui une connaissance précise du trésor, malgré les drames qui le frapperont plus tard. Cette découverte fut un choc, une fenêtre inespérée ouverte sur une période jusqu'alors très mal documentée. Elle a permis d'identifier un roi dont l'existence même était presque reléguée au mythe, et d'apporter des preuves tangibles de la culture et du pouvoir des premiers Mérovingiens. C'était une résurrection, non seulement du roi Childéric, mais de toute une part des origines de la France. Ce que le maçon Adrien Quinquin découvrit en 1653 n'était pas une simple sépulture, mais une véritable capsule temporelle, un trésor funéraire royal dont la richesse et la complexité témoignent du pouvoir et de l'identité singulière de Childéric Ier. Les fouilles menées par Jean-Jacques Chifflet, puis les études ultérieures, nous ont permis de reconstituer l'incroyable contenu de cette tombe. La sépulture de Childéric se trouvait au centre d'un tumulus d'une vingtaine de mètres de diamètre, une pratique funéraire courante dans le monde païen germanique. Autour de la chambre funéraire, 3 fosses abritaient les squelettes de 21 chevaux, pour la plupart de jeunes étalons, délibérément sacrifiés. La présence d'un si grand nombre de chevaux, bien au-delà de la moyenne habituelle de 2 ou 3 observée dans les rites germaniques, souligne l'importance du défunt et illustre un syncrétisme culturel entre traditions romaines et germaniques. Dans la tombe royale, on a retrouvé le crâne du cheval personnel du roi et son harnais richement décoré. Au cœur de la chambre, le roi Childéric reposait, accompagné d'une profusion d'objets, véritable synthèse des influences franques, romaines et même byzantines. Les fragments du squelette de Childéric lui-même, bien que peu nombreux, étaient accompagnés d'un objet d'une importance capitale, son anneau sigillaire en or massif. Gravé sur le chaton de l'anneau, l'inscription latine Childeici Regis, du roi Childéric, ne laissait aucun doute sur l'identité du défunt. Cet anneau servait à authentifier les documents officiels, un usage répandu chez les hauts fonctionnaires romains. La représentation du roi sur l'anneau est elle-même fascinante, il y apparaît de face, avec de longs cheveux, un signe de la royauté mérovingienne roi chevelu, vêtu d'une cuirasse et d'un paludamentum, le manteau de pourpre des généraux romains, et tenant une lance. Cet objet incarne à lui seul la double identité de Childéric, roi barbare et dignitaire romain. Le corps de Childéric avait été inhumé avec un manteau de cérémonie en soie de couleur pourpre, brodé d'or. Ce manteau, ce paludamentum de général romain, était orné de centaines de petites appliques en or et grenat. Ces ornements, au nombre de 300 selon Chifflet, sont les célèbres abeilles ou cigales de Childéric. Leur tête et thorax étaient en or, et leurs ailes incrustées de grenat, des pierres précieuses dont l'analyse a montré qu'elles provenaient du Sri Lanka et de Bohême, témoignant des vastes réseaux commerciaux de l'époque. Bien que souvent interprétés comme des abeilles, certains évoquent des cigales. Le débat persiste, mais leur symbolisme est puissant, évoquant l'immortalité et la résurrection, et plus tard, le pouvoir impérial de Napoléon Ier. Une fibule cruciforme en or, typique des insignes de hauts dignitaires de l'administration romaine, maintenait ce manteau sur l'épaule du roi. D'autres accessoires vestimentaires comprenaient des restes de boucles de ceinture en or, des bouclettes de chaussures, un bracelet en or massif, un type de bijou germanique ajusté au poignet du roi lors de son accession au trône, et un fermoir d'aumônière. Fidèle à la tradition franque, Childéric fut inhumé avec un arsenal impressionnant, non seulement fonctionnel, mais aussi d'apparat. 4 armes majeures furent identifiées. 1. L'épée, spata, une épée longue, emblème de pouvoir, dont la poignée et le fourreau étaient richement ornés d'or et de grenat, dans un style qui rappelle les modes uniques ou byzantines. 2. Le scramasax, ce couteau de guerre franc, plus court et à un seul tranchant, était également paré de motifs en or et grenat. Sa facture rappelle des armes fabriquées à Constantinople et offertes comme cadeau diplomatique aux chefs barbares. 3. La francisque, la hache de jet emblématique des Francs, redoutable sur les champs de bataille. 4. Une lance, autre arme essentielle du guerrier franc. La tombe contenait également un trésor monétaire considérable, plus de 100 pièces d'or et environ 200 pièces d'argent. Bien que les pièces d'argent aient toutes disparu, les monnaies d'or, principalement des solidii romains frappés à Constantinople, sont d'une importance capitale. Elles portaient les effigies d'empereurs d'Orient et d'Occident contemporains de Childéric, notamment l'empereur byzantin Zénon, 476-491, témoignant des liens étroits entre Childéric et le pouvoir impérial.
Ces pièces auraient pu constituer les paiements de l'Empire à Childéric pour son aide militaire, dans le cadre d'un feudu, et pour son rôle d'administrateur romain de la province de Belgique seconde. La découverte de fausses monnaies franques parmi les solides romains suggère l'émergence d'une économie et d'un pouvoir franc plus autonome. Au-delà des armes et des parures, d'autres objets enrichissent notre compréhension de Childéric. Une énigmatique tête de taureau en or, possiblement un élément de mobilier ou un symbole lié à d'anciennes croyances païennes, fut découverte. La sépulture de chevaux, déjà mentionnée, attestait des croyances païennes du roi. Enfin, des gobelets en verre, dont le fameux gobelet de Childéric, montre les raffinements artisanaux de l'époque. L'ensemble du mobilier funéraire de Childéric Ier offre une image complexe d'un souverain qui ne se contente pas d'être un chef barbare, mais qui intègre et manipule habilement les symboles et les pratiques romaines. Il est un roi qui a réussi la fusion entre une culture païenne, germano-romaine et danubienne, faisant de sa tombe un témoignage inestimable de cette période de transition. Au-delà de l'éblouissement des trésors, la tombe de Childéric Ier est une source inépuisable de questions et de débats. Chaque objet, chaque détail de l'inhumation, ouvre des pistes d'interprétation et nous plonge au cœur des complexités du 5e siècle. C'est sans doute la question centrale que pose la tombe. L'anneau sigillaire, avec l'inscription latine Child Dece et Regis du roi Childéric, est une preuve formelle de sa royauté. Pourtant, son portrait sur l'anneau le montre avec les insignes d'un général romain, le paludamentum, manteau militaire, et la lance. De plus, la fibule cruciforme en or retrouvée dans la tombe est une distinction typique des hauts dignitaires romains. Les sources historiques confirment cette dualité. Grégoire de Tours le présente comme un roi franc, mais d'autres textes, et l'analyse de son mobilier funéraire, suggèrent qu'il fut également un gouverneur romain de la province de Belgique seconde. Il aurait été un fédératu, un chef barbare allié à Rome, recevant des terres et des paiements, comme les monnaies byzantines trouvées dans sa tombe, en échange de son soutien militaire. Childéric Ier aurait ainsi incarné un pont entre deux mondes, un roi barbare capable de défendre les intérêts de l'Empire tout en consolidant son propre pouvoir. Les célèbres 300 petites appliques en or et grenat qui ornaient le manteau du roi ont suscité un débat passionné. S'agissait-il d'abeilles ou de cigales? Jean-Jacques Chifflet, dans son ouvrage, les décrira comme des abeilles. Cependant, certains historiens ont souligné que la cigale est un insecte méditerranéen, peu présent en Gaule du Nord à l'époque, alors que l'abeille est bien plus pertinente pour ces régions. Michel Rouche, par exemple, a proposé que Childéric ait emprunté ce symbole des Thuringiens, un peuple soumis aux Huns, l'abeille symbolisant alors le matriarcat et la royauté. L'impact de ces ornements dépasse largement le débat entomologique. En effet, des siècles plus tard, Napoléon Ier, cherchant un symbole fort pour sa nouvelle dynastie et voulant se rattacher aux origines de la royauté française, choisit les abeilles de Childéric comme emblème impérial. Il les fit broder par milliers sur son manteau de sacre, remplaçant ainsi la fleur de lys des Bourbons et ancrant son pouvoir dans un passé immémorial. Le choix de Tournai comme lieu de sépulture pour Childéric n'est pas anodin. À la fin de l'Empire romain, Tournai, alors appelée Tornacum, était une ville importante du nord de la Gaule. Elle était la capitale du royaume des Francaliens et probablement la résidence de Childéric au moment de sa mort. Sa position stratégique dans la province de Belgique seconde en faisait un centre administratif et militaire clé. Les fouilles archéologiques ont montré que la tombe ne fut pas isolée, mais faisait partie d'une nécropole mérovingienne plus vaste, peut-être le noyau initial. Le fait qu'elle n'ait pas été pillée pendant si longtemps est attribué à son emplacement oublié et à sa proximité avec l'église Saint-Brice. La découverte d'une petite calotte crânienne et de quelques parures féminines près du squelette royal a soulevé l'hypothèse d'une tombe féminine adjacente, potentiellement celle de son épouse, la reine Basine de Thuringe, mère de Clovis. Cependant, le faible nombre d'objets féminins retrouvés rend cette hypothèse incertaine, et le site a pu être victime de pillages antérieurs ou d'une fouille incomplète. La fortune du trésor fut mouvementée. Après sa découverte, il fut rapidement réclamé par l'archiduc Léopold Guillaume et emporté à Vienne. En 1665, l'empereur Léopold Ier l'offrit diplomatiquement à Louis XIV, qui le fit déposer au cabinet des médailles de la Bibliothèque royale à Paris. Par chance, il échappa aux destructions de la Révolution. Le travail de Jean-Jacques Chifflet fut d'une importance capitale car il a documenté le trésor juste après sa découverte. Ses dessins et descriptions détaillées sont aujourd'hui la seule source fiable pour connaître l'intégralité des objets, car une grande partie du trésor sera malheureusement perdue plus tard. Après son départ de Tournai, puis de Vienne,
Le trésor de Childéric fut offert à Louis XIV en 1665 par l'empereur Léopold Ier, en signe de gratitude pour l'aide militaire française contre les Ottomans. Le roi Soleil, bien que dit peu impressionné par ces marchandises de luxe du Ve siècle, les fit déposer dans son prestigieux cabinet des médailles, alors situé au Palais du Louvre. Pendant plus d'un siècle et demi, les reliques de Childéric y demeurèrent, traversant les soubresauts de la Révolution et du Premier Empire. Mais leur destinée allait prendre un tournant tragique dans la nuit du 5 au 6 novembre 1831. Des voleurs s'introduisirent dans le cabinet des médailles de la Bibliothèque royale, aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France. Ils dérobèrent plus de 2000 objets en or, pesant au total 80 kilos, incluant la quasi-totalité du trésor de Childéric. Ce fut un véritable désastre pour le patrimoine national et l'archéologie. Les récits de ce qui advint ensuite divergents, car de nombreux documents furent détruits lors de la Commune de Paris en 1871. Cependant, il est avéré que les voleurs commencèrent à fondre leur butin pour en faire des lingots d'or. Heureusement, la police réussit à arrêter une partie de la bande 8 mois après le vol. Face à la pression, et alors qu'ils étaient sur le point d'être découverts, les malfrats se débarrassèrent des objets restants en les jetant dans la Seine, probablement près du pont Marie. Grâce à une cloche à plongeur, une partie des objets fut repêchée. Mais le mal était fait. La majorité des pièces, y compris de nombreuses abeilles et l'anneau sigillaire original du roi, avaient été irrémédiablement fondus ou perdus. Seuls quelques fragments purent être sauvés, notamment 2 des fameuses abeilles en or. Aujourd'hui, la plupart des objets subsistants du trésor de Childéric Ier sont précieusement conservés au département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France, à Paris. L'anneau sigillaire que l'on peut y voir est une réplique, l'original ayant disparu lors du vol. L'impact de ce vol fut immense. Sans un inventaire détaillé entre 1665 et 1831, l'étendue exacte des pertes reste difficile à déterminer. Cependant, les gravures et descriptions méticuleuses réalisées par Jean-Jacques Chifflet dans son Anastasie Childici juste après la découverte initiale sont devenues une ressource inestimable. Son travail a permis aux historiens et archéologues de reconstituer, du moins sur le papier, la splendeur du trésor et de poursuivre son étude, offrant une fenêtre sur ce que nous avons perdu. La tragédie du vol de 1831 souligne la fragilité du patrimoine historique et l'importance cruciale de la documentation archéologique. Ce qui subsiste de la tombe de Childéric, malgré les épreuves, continue de parler. Malgré les mystères et les pertes tragiques subies par son trésor, Childéric Ier reste une figure pivot de l'histoire de France. Son règne et sa tombe sont bien plus que des reliques du passé. Ils sont les fondations sur lesquelles s'est édifiée une nouvelle ère pour la Gaule et pour l'Europe. La plus grande contribution de Childéric à l'histoire est sans aucun doute d'avoir été le père de Clovis Ier. Clovis, né vers 466, allait devenir le véritable bâtisseur du royaume des Francs et le premier roi chrétien. Childéric a légué à son fils une base territoriale consolidée autour de Tournai, ainsi qu'un réseau d'alliances et une légitimité dynastique forte. Sa capacité à manœuvrer entre les pouvoirs romains et barbares a préparé le terrain pour l'unification des Francs que Clovis allait parachever. Le prestige hérité de son père a sans doute facilité l'ascension de Clovis, lui permettant de s'appuyer sur des fondations solides. La découverte de la tombe de Childéric en 1653 est l'une des plus importantes pour l'archéologie et l'histoire des Mérovingiens. Avant cette découverte, les informations sur les premiers rois francs étaient souvent fragmentaires ou légendaires. Le trésor de Tournai a apporté des preuves tangibles, permettant aux historiens de mieux comprendre la culture matérielle, les pratiques funéraires et les influences complexes qui caractérisaient cette période de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Childéric et son tombeau incarnant parfaitement cette fusion de cultures germano-romaines et païennes, illustrant comment les élites franques s'approprièrent des éléments romains tout en conservant leur identité barbare. La figure de Childéric et de son trésor a été réappropriée à différentes époques pour servir des récits nationaux. Le fait que Napoléon Ier ait choisi les abeilles de Childéric comme emblème impérial, en remplacement de la fleur de lys, est un exemple frappant. Ce geste visait à rattacher sa dynastie à un passé immémorial, celui des fondateurs de la France, bien avant les Bourbons. Les abeilles, symboles d'immortalité, de résurrection et d'organisation, ont ainsi participé à la construction d'une nouvelle symbolique impériale et, par extension, d'une certaine image de la France. L'importance de Tournai comme capitale des Francs-Saliens sous Childéric Ier et première capitale de la future France sous Clovis est également un élément clé de cet héritage. C'est dans cette région que les bases d'une entité politique nouvelle,
préfigurant la France médiévale, ont commencé à se dessiner. En somme, Childéric Ier, ce roi mi-barbare mi-romain, longtemps éclipsé par la gloire de son fils Clovis, est aujourd'hui reconnu comme un acteur essentiel de la naissance de l'Europe. Sa tombe, avec ses trésors et ses secrets, continue de nous enseigner sur une période où les mondes anciens s'effaçaient pour laisser place à de nouvelles nations. Du coup de pioche accidentelle d'Adrien Quinquin en 1653 aux reconstitutions minutieuses des archéologues modernes, l'histoire de Childéric Ier et de sa tombe est un récit captivant, parsemé de splendeur et de drame. Ce trésor funéraire, unique en son genre, nous a offert une fenêtre sans pareille sur le 5e siècle, une époque de transformation radicale où les contours de l'Europe médiévale commençaient à se dessiner. Childéric Ier, ce roi franc qui jonglait entre les traditions barbares de son peuple et les fastes de la romanité, n'est plus une figure obscure de l'histoire. Il est le témoin privilégié d'un monde en mutation, un souverain complexe dont la sépulture révèle la richesse des échanges culturels et la subtilité des rapports de pouvoir à la fin de l'Empire romain. Il est, en quelque sorte, le passeur entre deux mondes, celui qui a préparé le terrain pour l'œuvre colossale de son fils, Clovis. Les abeilles de son manteau, la dualité de son anneau sigillaire, les armes d'apparat et les monnaies romaines. Chaque objet de sa tombe est un fragment d'un puzzle historique, nous invitant à reconsidérer nos idées préconçues sur les barbares et les Romains de cette période. L'héritage de Childéric ne réside pas seulement dans les objets d'or et de grenat retrouvés, mais dans la compréhension qu'il nous apporte de la complexité des origines de la France et de l'Europe. Et même si le vol de 1831 a privé le monde de l'intégralité de ce trésor fabuleux, les descriptions de Jean-Jacques Chifflet et le travail des archéologues contemporains continuent de faire revivre la splendeur et les secrets enfouis du premier roi de France. La tombe de Childéric Ier reste une source d'émerveillement et de questionnement, nous rappelant que l'histoire est une quête sans fin, où chaque découverte peut réécrire les pages du passé. Que ces trésors et ces secrets vous inspirent à explorer davantage cette période fascinante de notre histoire. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos découvertes dans les commentaires. Et pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques, abonnez-vous et activez la cloche.